Je suis historien passé au roman, puisque j'ai publié 8 romans, mais comme historien, j'ai publié 3 livres, 3 tomes chez Gallimard en folio histoire, qui s'appelle La Grèce et les Balkans du 5e siècle à nos jours, donc où je couvre de la période byzantine jusqu'à 2013, puisqu'ils sont parus en 2013. Et puis j'ai également publié un essai qui s'appelle 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe chez HEO en 2017. Voilà, donc c'est à ces 2 titres-là, si vous voulez, que j'ai un peu maintenant une expertise sur les questions européennes et sur l'histoire grecque. Voilà. Après, j'ai les deux casquettes de romancier et d'historien. Et je vis en Grèce maintenant à peu près 9 mois sur 12. Sur la réforme des retraites, je crois qu'il faut dire aujourd'hui plusieurs choses. D'abord, il faut dire que les retraites par répartition ne sont pas en danger en France. Et que ce qui est fait aujourd'hui en termes de réforme est une réforme idéologique et pas du tout une réforme dictée par des nécessités financières. Alors pourquoi cette réforme idéologique? Cette réforme idéologique, elle va dans le sens de ce que veut l'Union européenne. En réalité, depuis sa création, et ça serait un peu long de revenir sur les conditions de cette création, mais en tout cas depuis les années 80. C'est-à-dire que si vous voulez, entre 1987 et 1992, ont été opérés des choix à l'occasion de 2 traités fondamentaux, qui est l'Acte unique européen et le traité de Maastricht, qui visent à déshabiller l'État et les régimes sociaux qui étaient basés jusque-là sur le paritarisme et sur les cotisations sociales, pour privatiser un certain nombre de secteurs qui, après 1945, on avait décidé, dans le cadre de la construction de ce qu'on appelle l'État social, de sortir ces secteurs de la marchandisation, de la régularisation par le marché. Et depuis 1987 et 1992, à travers les traités européens, il a été décidé dans ces traités européens de mettre en place des logiques économiques, financières, réglementaires qui, à terme, doivent sortir du secteur non marchand pour les remettre dans le secteur marchand. Pourquoi ? Simplement parce que pour les sociétés d'assurance, si on prend les retraites, c'est un marché extraordinairement juteux qui leur échappe, comme échappe à ces mêmes sociétés d'assurance le marché de la santé. Et si vous voulez, tout ça n'est pas un hasard. C'est-à-dire que la réduction du financement public des hôpitaux, qui fait qu'aujourd'hui l'hôpital public est en crise, ça n'est pas non plus l'effet d'une logique de problèmes économiques, parce que le fameux trou de la sécurité sociale, comme le trou des retraites, a été en réalité fabriqué par les gouvernements de droite comme de gauche qui se sont succédés depuis, on va dire depuis 1983-84, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Et ces trous ont été fabriqués de manière à justifier ensuite la privatisation de ces secteurs. Voilà. Alors, si vous voulez, ça, il faut le dire. Alors, pourquoi nous dit-on qu'il y a un problème de financement? On nous dit qu'il y a un problème de financement parce que, en réalité, le nombre des actifs est aujourd'hui diminué par le nombre des chômeurs. Et qu'on a installé en France et ailleurs dans d'autres pays d'Europe, on a installé un chômage de masse qui fait que les gens qui devraient travailler se trouvent aujourd'hui
dans l'inactivité et donc ne payent pas de cotisations sociales qui vont à la sécurité sociale pour équilibrer les régimes sociaux, comme ils ne vont pas cotiser au régime de retraite, et donc il y a un problème d'équilibre financier qui a été construit politiquement. Pourquoi ce chômage de masse existe-t-il? Ce chômage de masse, il vient essentiellement en France d'un phénomène qui est la surévaluation de la monnaie. On a construit un chômage de masse en France avec la politique du franc fort dans les années 80, puis avec la politique de l'euro à partir de 1992. Et donc, si vous voulez, tout ça s'emboîte comme des poupées russes pour arriver aujourd'hui à une situation où on vous dit « Ah, mais il n'y a plus de sous dans les caisses, donc il faut diminuer les pensions. » Et il faut diminuer les pensions. Pourquoi? Parce que les gens vont être obligés, s'ils veulent ne pas plonger dans la pauvreté au moment de la retraite, d'être obligés de prendre des plans de retraite par capitalisation dans des entreprises, dans des sociétés d'assurance privée. C'est là qu'est la logique des retraites et de la réforme de cette réforme des retraites, et elle n'est nulle part ailleurs. Elle est libérale et européenne. Ce sont des logiques qui maintenant sont à l'œuvre depuis 40 ans. Et donc, on en est, je n'ai pas fait le compte, mais si vous voulez, on en est à la 5e ou 6e réforme du régime de retraite. La 6e, je crois, depuis Balladur. Voilà. Chaque fois avec la même argumentation. Or, cette argumentation ne tient pas. Alors, on vous dit il faut réformer le régime des retraites parce que l'augmentation de l'espérance de vie fait qu'il faut travailler plus longtemps si on veut équilibrer le régime. Et ce qu'on vous dit pas, c'est que pendant la même période, la productivité a augmenté de manière bien plus considérable que n'a augmenté l'espérance de vie, et que dans la même période, il y a eu une redistribution massive de la richesse au détriment du travail et au profit du capital, c'est-à-dire au détriment des salariés, au profit des actionnaires. Donc, si vous voulez, tout ça est une logique qui n'est pas une logique spécifiquement française, parce qu'en réalité, les gouvernements français depuis 92, où on a cessé où on a abdiqué notre souveraineté monétaire. Depuis 92, en réalité, la seule variable d'ajustement en termes de compétitivité, c'est le coût du travail. Il faut comprendre, mais c'est très difficile à expliquer aux Français parce qu'on les a enfumés sur l'euro pendant des dizaines d'années. Il faut comprendre qu'à partir du moment où vous avez une monnaie surévaluée, et l'euro est surévalué pour la France, c'est pas moi qui le dis, c'est par exemple le FMI, le Fonds monétaire international, qui le dit tous les ans. Le FMI dit en gros, si vous prenez l'euro par rapport à ce que devrait être le taux de change de la monnaie nationale française en fonction des fondamentaux de l'économie française, l'euro est en réalité surévalué entre 5 et 10% suivant les années. Bon. Et par exemple, l'euro est sous-évalué pour l'Allemagne par rapport à ce que serait le cours d'un Deutschmark de l'ordre de 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits français, quand ils se vendent à l'étranger, ils coûtent entre 5 et 10% plus cher que ce qu'ils devraient coûter si nous avions notre monnaie nationale. Et ça veut dire que les produits français en Allemagne, par exemple, ils sont surévalués de 30%, puisqu'il faut que vous ajoutiez les 25% de sous-évaluation de la monnaie allemande aux 6% aux 6-10% de la surévaluation de la monnaie française. Et à l'inverse, les berlines allemandes coûtent en France et viennent concurrencer des voitures françaises qui devraient coûter 30% de plus. Donc si vous voulez, quand vous vous êtes mis dans ce piège-là avec l'euro, vous n'avez plus qu'un levier.
le levier, c'est de couper dans les dépenses publiques, dans les salaires et dans les salaires différés. La retraite, c'est un salaire différé. C'est-à-dire, c'est pas un cadeau qu'on fait aux salariés. C'est quelque chose qu'ils ont payé toute leur vie de travail pour, au final, toucher ce qu'ils n'ont pas touché en salaire, de le toucher en retraite au moment où ils n'ont plus d'activité. Comme, si vous voulez, les allocations familiales ou les prestations sociales sont des choses qui ne sont pas des cadeaux des entreprises, mais qui sont des choses que les salariés touchent parce qu'ils touchent moins de salaire et qu'on a décidé de socialiser ces prestations. Voilà. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez une monnaie surévaluée, et où donc vos produits ne peuvent plus se vendre beaucoup moins bien à l'extérieur, et où il est plus avantageux pour vous d'importer que de produire. Ce qui fait que vous désindustrialisez. Mais quand vous désindustrialisez, vous créez du chômage. Et donc, quand vous créez du chômage, vous avez des cotisations sociales et des cotisations de retraite en moins. Donc, si vous voulez, tout ça se tient. Et tout ça est une logique qui remonte aux traités européens et à l'abandon de la souveraineté monétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous renoncez à dévaluer votre monnaie, vous êtes obligé de dévaluer les salaires et les prestations sociales en général. La liquidation des secteurs publics ressort de la même logique. Un immense non-dit et un immense gouffre d'explications à fournir par des intellectuels du pourquoi on en est arrivé là. Si vous voulez, c'est très bien de se révolter contre une situation, mais vous vous révoltez contre des symptômes d'une maladie et vous ne touchez pas à la cause de la maladie elle-même. C'est évidemment très difficile à expliquer pourquoi on ne va pas à ce cœur des causes. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a sanctifié le projet européen idéologiquement comme étant quelque chose de positif par nature. Et que ça, on l'a martelé depuis 60 ans en disant aux gens, il n'y a pas de salut en dehors du projet européen. Si vous n'êtes pas pour le projet européen, vous êtes en gros pour la guerre. Hein. Quand vous discutez avec un européiste et que vous lui dites tout ce que je viens de vous dire, parce qu'il ne peut pas dire le contraire, donc le dernier retranchement derrière lequel il se retranche, c'est oui, mais l'Europe, c'est la paix. Et donc, si vous n'êtes pas européen, vous êtes pour la guerre, vous êtes pour le repli sur soi. Si vous voulez, tout ça est une logique idéologique de type stalinien, de type totalitaire. C'est-à-dire, si vous critiquez la manière dont on a construit l'Europe depuis l'origine, et j'insiste sur ce depuis l'origine, parce que beaucoup d'européistes vont vous dire « Ah oui, mais il y a un déficit démocratique, etc. On a fait des erreurs, mais c'était un beau projet au départ. » Non, c'est pas un beau projet au départ. Dès le départ, c'est un projet libéral qui est un projet de guerre froide qui vise à établir un marché américano-européen. Bon, voilà, pour faire simple. J'ai essayé de montrer ça dans le livre que j'ai publié en 2017 qui s'appelle 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe, et notamment en montrant qui sont ces pères de l'Europe qu'on nous sanctifie aujourd'hui et qui sont des personnages tous extrêmement ambigus, si vous voulez. Donc vous avez cette sanctification du projet européen. Laissez-moi dire deux mots sur l'Europe, c'est la paix, parce que cet argument-là ne tient pas. La paix en Europe, c'est la dissuasion nucléaire et rien d'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une bombe atomique à Moscou et une bombe atomique à Washington et que vous avez l'Europe entre les deux, il n'y a plus aucune guerre possible en Europe, sinon il y a une mutuelle destruction des deux grands.
et il n'y a plus aucune guerre possible à l'intérieur de chacun des deux blocs, parce que on est justement dans un bloc. Donc l'histoire de l'Europe, c'est la paix, c'est une vaste rigolade. Bon. Mais c'est quelque chose que la propagande a entré profondément dans les esprits. Il faut voir quand même. Moi, j'ai été prof d'histoire, j'ai démissionné, mais j'ai vu la réforme des programmes. Il faut voir comment, dès le berceau, je veux dire, quasiment, en tout cas dès la 6e, vous avez maintenant cette propagande européenne qui est instillée de manière perverse dans tous les programmes scolaires. Donc, si vous voulez, il y a une incapacité aujourd'hui des responsables politiques à sortir de cette impasse dont ils sont responsables. C'est-à-dire que eux-mêmes ne peuvent pas dire on s'est trompé depuis 40 ans, parce que s'ils disent ça, je veux dire, on va leur dire, bah écoutez, rentrez chez vous et on va prendre d'autres gens pour mener une autre politique. Bon, donc il y a une espèce d'impasse idéologique de cette question européenne. L'autre problème qui se pose, c'est la position des syndicats. Parce que les syndicats devraient dire ce que je vous dis aujourd'hui. Ils devraient dire aux gens, ce Macron que nous avons en face, c'est pas lui qui décide. Ça a été décidé avant par les traités européens, par les grandes orientations de politique économique qui sont concoctées à Bruxelles en dehors de tout contrôle démocratique. Ça a été fait par la Cour de justice européenne qui s'est arrogé le droit que personne ne lui a donné démocratiquement d'interpréter l'esprit des traités et qui, en fonction de ce droit qu'elle s'est arrogé, produit des normes juridiques sans arrêt, des normes juridiques qui ne sont validées par aucune instance démocratique et que le Parlement français, comme tous les parlements de l'Union européenne, sont obligés de traduire ensuite en droit interne, sans pouvoir les amender et sans pouvoir les changer. Donc, si vous voulez, vous avez là une machine antidémocratique que les syndicats devraient dénoncer. Pourquoi ne le font-ils pas? Parce que leurs appareils sont partie prenante au projet européen. Il suffit de voir le nombre d'anciens syndicalistes, notamment de la CFDT, qui sont recyclés dans les instances européennes après avoir eu leur fonction syndicale en France. Mais ça n'est pas limité à la CFDT. Vous avez ça, je dirais, hélas, également à la CGT. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont fait des carrières dans les appareils syndicaux, ils ont ensuite des postes, des retraites dorées dans les organismes sociaux, entre guillemets, notamment le Conseil économique et social de l'Europe, qui ne sert à rien, mais qui délivre des prébendes. Donc, si vous voulez, ces appareils syndicaux n'ont pas intérêt à dénoncer cet état de fait, et ils ne le font pas. Alors, il reste quelques intellectuels francs-tireurs, comme moi, comme Coralie Delhomme, comme Frédéric Farah, comme Jacques Sapir, comme un certain nombre comme les économistes atterrés, David Kella, Henri Sterdignac, etc. Des gens qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme, mais qui manquent de relais pour être entendus de l'opinion, parce que vous m'interviewez, je vous en suis très reconnaissant, mais en fait, on est blacklisté dans les médias officiels. C'est-à-dire que ceux qui ont leur rond de serviette dans des émissions de débat où on ne débat de rien et où tout le monde est d'accord, je veux dire, c'est toujours les gens qui vont vous faire le panégyrique de l'euro, de l'Union européenne et de l'austérité et de la réduction des dépenses publiques, etc., etc. Alors voilà, si vous voulez, on travaille, on écrit des livres, on est présent sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de
de faire. Je ne cesse d'écrire. J'ai publié en 2013 3 livres sur l'histoire de la Grèce et des Balkans chez Gallimard, qui se terminent par une analyse de la crise grecque, dans laquelle je démontre ce que les médias français ont raconté sur la crise grecque est faux en totalité. C'est-à-dire qu'on a raconté sur les causes de la crise grecque des choses racistes, hein, je veux dire, du genre les Grecs sont voleurs, fraudeurs, feignants par nature, y compris des gens très bien qui sont dans des positions académiques ou dans des positions médiatiques dominantes, voilà, qui font profession d'antiracisme, mais que ça n'a pas gêné du tout d'insulter les Grecs ou les gens d'Europe du Sud en général. Rappelez-vous, hein, oui. On parlait des pays du Club Med ou des pigs. Donc, on aurait dit le 10e de ce qu'on a dit sur les Grecs, sur les Juifs, les Arabes, les Noirs, les musulmans, tout ce que vous voulez. Les associations antiracistes seraient montées avec justice au créneau. On n'a entendu personne dire les propos. Moi, j'ai entendu des choses sur France Inter qui étaient absolument scandaleuses. Une journaliste allemande correspondante à Paris, citée dans une grande émission de débat sur France Inter. Oui, quand ils accueillent les éditorialistes. Un texte d'un auteur français du 19e siècle qui était censé prouver que les Grecs n'avaient jamais su gérer leur budget. J'ai ensuite su, par des sources venant de l'intérieur de l'Union européenne, parce qu'on a aussi quelques sources d'information, que ce texte avait été diffusé par des officines de l'Union européenne dans toutes les rédactions françaises. Donc, si vous voulez, il y a eu une opération de grande ampleur de désinformation de ce qui se passait en Grèce pour dire aux Français, les Grecs ont fauté, ils sont punis, rassurez-vous, ça ne vous arrivera jamais. Et moi, j'ai dit dès 2009-2010, partout où j'ai pu le dire, et je suis un petit peu passé dans les médias, non, je suis pas mal passé dans les médias au moment de la victoire de Syriza, parce que il n'y a pas beaucoup de spécialistes en Grèce, donc on était un peu obligé de m'inviter. Et donc j'ai dit un peu partout, ce qu'on a raconté sur la Grèce n'est pas vrai. La Grèce meurt de l'euro, parce que si l'euro est surévalué pour la France de 6%, il est surévalué pour la Grèce de 25 à 30%. C'est-à-dire que si vous voulez, ça veut dire qu'on demande à la Grèce de courir le 100 mètres avec un boulet de 30 kilos attaché à la cheville. Et donc la Grèce ne s'en sortira pas si elle ne sort pas de l'euro. Et j'ai dit, dès cette époque-là aux Français, méfiez-vous, la Grèce est le laboratoire. C'est-à-dire que c'est le laboratoire pour savoir jusqu'où on peut brutaliser une société sans qu'elle se révolte. Alors, la révolte de la société grecque a été massive. Si vous voulez, quand je vois aujourd'hui les Gilets jaunes ou le mouvement de réforme de la retraite, je revois les manifestations monstres à Athènes des années 2009, 2010, 2011, au moment du premier et du deuxième mémorandum, où on avait eu des mobilisations populaires extraordinairement impressionnantes, où les députés ne pouvaient plus sortir dans les rues sans se faire insulter ou sans se prendre des jets de yaourt quand on les reconnaissait dans les restaurants, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est une situation qui m'évoque exactement ce qu'on connaît en France depuis un an. Ben derrière, c'est quand même passé. Alors, c'est quand même passé grâce à Syriza, c'est-à-dire que la trahison de Syriza, de son électorat et des engagements pris
a en réalité endormi la société en disant à la société mais on va arriver au pouvoir, donc avec nous on fera autre chose. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, la société grecque était tellement fatiguée, était déjà tellement brutalisée que les ressorts de révolte s'étaient détendus. Et en réalité, Syriza a continué le même boulot que les gouvernements de centre-gauche d'avant ou de droite, et que continue aujourd'hui le gouvernement de droite. La fable que serinent les médias français depuis un an, la Grèce va mieux, c'est une fable. Une étude d'Eurostat sortie la semaine dernière ou il y a 10 jours, dont les médias français n'ont naturellement pas levé la langue, dit qu'un Grec sur 3 aujourd'hui ne peut plus payer ses factures d'eau ou d'électricité. Athènes depuis 10 ans, Athènes sans le feu de bois l'hiver, et les immeubles collectifs ne sont plus chauffés au mieux qu'une heure le matin et une heure le soir, parce que les copropriétaires n'ont plus les moyens de remplir les réserves de gaz ou de gasoil. Si le chômage a un peu baissé, c'est simplement parce que 500 000 Grecs sur 11 millions de Grecs sont partis en exil depuis 10 ans pour échapper voilà. L'hôpital public est en souffrance. La semaine dernière encore, on parlait de gens qui sont renvoyés chez eux sans chimiothérapie, alors qu'ils devaient avoir leur chimiothérapie, parce que les chimiothérapies ne sont plus disponibles à certains endroits. Cet été, le plus grand hôpital d'Athènes n'avait plus un seul appareil de coronographie qui fonctionnait. Enfin, si vous voulez, je pourrais vous en parler pendant des heures. La situation est tragique, et elle est tragique humainement, et elle est tragique politiquement, parce qu'il n'y a plus aucune issue après la trahison de Syriza. Les gens n'ont plus aucun espoir politique, et la situation est totalement bloquée. Voilà, donc il faut que les Français fassent attention, c'est-à-dire que la révolte doit continuer. Si elle ne continue pas, la tragédie que connaissent les Grecs aujourd'hui est leur avenir dans 10 ans. Si vous voulez, la Grèce a été un laboratoire. Ça ne fait aujourd'hui qu'être confirmé par les faits. Ce livre de Naomi Klein devrait être étudié dans toutes les écoles. C'est un chef-d'œuvre parce que, alors, je crois qu'il est sorti en français. Moi, je l'ai lu tout de suite au début de la crise grecque. Il a dû sortir en français l'année avant le début de ce qu'on a appelé la crise grecque, qui n'est pas du tout une crise grecque, qu'on devrait appeler la crise de l'euro. Mais c'est un livre absolument fantastique qui décrit exactement avant la crise grecque ce qui a été appliqué en Grèce. Et Naomi Klein pourrait faire une réactualisation en rajoutant un chapitre sur la Grèce. C'est exactement ce qu'elle décrit c'est exactement ce qu'elle a décrit dans ce bouquin. On a joué beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que les Grecs sont profondément attachés à l'idée d'Europe, hein, comme beaucoup d'entre nous. Moi, je suis pas anti-européen. Je veux dire, je suis de culture européenne. J'ai choisi de vivre en Grèce, même si je me sens plus méditerranéen qu'européen, parce que je pense qu'il y a plus de points communs entre les deux rives de la Méditerranée qu'il n'y en a entre des Baltes et des Grecs, ou entre. Mais bon, c'est une autre question. Il y a une culture européenne. Enfin, il y a des valeurs culturelles qui sont nées ici. Je vous parle de Grèce, donc elles sont nées ici. Et que ce pays ait été le laboratoire de cette expérience de destruction de la démocratie, c'est quand même quelque chose de monstrueux. Sur les caractéristiques de cette expérience, je voudrais quand même vous dire deux choses. Une chose sur les principes,
Et puis, une petite anecdote qui vous dira la violence de ce qui se passe dans ce pays, de ce qui s'est passé dans ce pays, de ce qui se passe dans ce pays depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que ça dure ici, maintenant. Alors, sur le principe, la destruction de la démocratie, qu'est-ce que c'est que la démocratie représentative? C'est un parlement qui fait la loi, qui vote le budget et qui amende la loi. Bon. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe ici avec les 3 mémorandums? Il faut quand même réexpliquer aux Français ce qu'est un mémorandum, et il y en a eu 3 en Grèce. C'est des milliers de pages écrites à Bruxelles ou à Berlin par des fonctionnaires hors de tout contrôle démocratique qui disent à un pays, voilà ce que vous devez faire. Mais voilà ce que vous devez faire dans tous les domaines, hein. Ça va du domaine budgétaire au droit privé, si vous voulez, à la manière dont on achète ou on vend un terrain ou une maison. Cette affaire a été absolument monstrueuse sur le plan des principes démocratiques. Ces milliers de pages, elles sont regroupées dans un mémorandum, dans un volume, qu'on transmet aux députés grecs, la plupart du temps sans avoir été traduits intégralement, c'est-à-dire que ces textes sont écrits en anglais, et on leur dit maintenant, vous allez donner à votre gouvernement l'autorisation par un article de loi d'une demi-page de traduire tout ça en droit interne. Vous n'avez le droit de rien amender. Vous n'avez le droit de ne rien discuter. Vous votez oui ou non. Vous donnez à votre gouvernement le droit de traduire ce que nous voulons qu'il soit dans la loi grecque demain, dans tous les domaines, encore une fois, des milliers et des milliers de mesures. Qu'est-ce que ça a à voir encore avec la démocratie? Rien, si vous voulez. Alors, et derrière, vous faites ça avec une procédure d'urgence, comme Macron essaye de le faire avec la réforme des retraites, et comme Macron le fait aujourd'hui avec la réforme des retraites, c'est-à-dire, Macron est en train de faire un mémorandum de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il dit, moi je ne vais pas dire au Parlement ce que je vais faire exactement, je vais demander au Parlement de m'autoriser, à partir de principes très vagues, à légiférer par moi-même. Mais vous comprenez que tout ça, c'est une négation de tous les principes de la démocratie parlementaire. Et on va peut-être en parler, mais c'est pour ça que les Anglais sont partis, parce qu'ils sont attachés, eux, à la démocratie parlementaire. Et donc, si vous voulez, ce mémorandum, vous votez oui ou non, et vous votez sous la menace, c'est-à-dire vous votez avec un pistolet sur la tempe, c'est-à-dire que si vous votez non, on ne vous donne pas les crédits qui vous permettront de payer vos fonctionnaires à la fin du mois. Eh bien, je suis désolé, mais l'Union européenne, qui dit qu'elle est fondée sur l'état de droit et sur la démocratie, a violé en Grèce depuis 10 ans tous les fondamentaux de l'état de droit et de la démocratie. Et qu'un européiste vienne me dire le contraire et vienne me prouver le contraire, je suis prêt à débattre avec lui. Ça a été absolument monstrueux. Et ça continue à être monstrueux. Sur le plan des principes de la démocratie. C'est pour vous dire combien cette Union européenne pratique un double langage. Elle dit qu'elle est un État démocratique, ou qu'elle est une organisation démocratique, parce que c'est pas un État, et en réalité, elle est une organisation qui organise le démontage pierre à pierre de la démocratie et de l'État social et de tous les droits qu'ont conquis les Européens sur le plan politique, économique et social depuis 1789. Sur la fraternité entre les peuples, je vais vous dire à quel point on en est arrivé à travers
une petite anecdote, vous me direz ce qu'elle vous inspire. Il y a eu un match de football à Thessalonique, je crois que c'est maintenant il y a 2 ans, dans lequel le club de Thessalonique, ou un club grec en tout cas, affrontait un club allemand. Et donc, il y avait une tribune de supporters allemands, et à un moment du match, tous les supporters allemands ont sorti un billet de 50 € et se sont mis à agiter leur billet de 50 € au nez des supporters grecs. Voilà, pour moi, ça c'est symbolique de ce qu'est la réalité de l'Union européenne aujourd'hui. C'est-à-dire une hiérarchie des peuples. Le nazisme a échoué à installer en Europe une hiérarchie des races. L'Union européenne essaye aujourd'hui d'instituer en Europe une hiérarchie des peuples. Ce que je sais, c'est que le Parlement européen a voté une résolution absolument scandaleuse qui met effectivement à égalité le communisme et le nazisme, ce qui n'a évidemment rien à voir. Voilà. Donc, il se trouve que moi, j'ai jamais été communiste, je suis pas marxiste. J'ai toujours considéré le marxisme comme une boîte à outils, mais politiquement, je viens de ce qu'on appelle le gaullisme de gauche, au moment à l'époque où ça avait un sens. Voilà, je me situe pas dans une tradition marxiste, donc je suis très à l'aise pour parler de ça, et j'ai signé après cette résolution scandaleuse du Parlement européen une lettre ouverte aux parlementaires européens que m'a demandé de signer le pôle de refondation communiste de France. Voilà, je dis et je répète, je n'ai jamais été communiste, je n'ai jamais été marxiste, mais je considère comme historien et comme gaulliste, que mettre sur le même plan le gaullisme et le nazisme et le communisme est une absurdité monstrueuse, aussi monstrueuse. J'emploie beaucoup ce mot aujourd'hui, mais c'est vraiment ça, si vous voulez. On est dans un régime de confusion des esprits. Oui, le communisme soviétique a été un régime totalitaire qui a commis des crimes, etc., etc. Je vais pas faire une leçon d'histoire là-dessus, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la manière dont le racisme nazi vouait à la destruction des gens en fonction de leur naissance. Je veux dire, le communisme le communisme soviétique, le régime soviétique a poursuivi des gens en fonction de ce qu'ils faisaient ou de ce qu'ils pensaient ou de ce qu'ils étaient censés penser ou voilà, mais ça n'a rien à voir avec le fait de persécuter des gens du fait qu'ils sont nés de parents qui avaient telle ou telle ascendance et de classer l'humanité en peuple de seigneurs et en peuple d'esclaves. Voilà. Donc, tout ça est le résultat c'est le résultat aussi d'une médiacratie et d'une médiocratie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a au pouvoir des gens qui sont d'une médiocrité intellectuelle hallucinante. Enfin, je veux dire, il suffit je vais pas citer de nom ici, mais enfin, il y a dans le gouvernement en France, il y a quand même des gens qui disent à jet continu des énormités dont on se demande quand même
comment des gens aussi bêtes et aussi incultes ont pu arriver à des postes de responsabilité tels que ceux qu'ils occupent, vous comprenez. Et la crise de la société française tient aussi à ça, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une médiocrité des élites, ou des soi-disant, des prétendues élites, qui tient à une destruction de l'éducation nationale qui a eu lieu depuis 40 ans, qui est quand même atterrante. Moi, quand j'entends certains ministres, si vous voulez, je me dis, mais enfin, comment ces gens-là peuvent être ministres aujourd'hui? Je veux dire, on n'aurait pas voulu d'eux pour occuper des fonctions de responsabilité mineure dans je ne sais quelle association il y a 30 ans. Donc, si vous voulez, il y a quand même là un très sérieux problème. Si vous voulez, je pense qu'on est à la fin de l'URSS. Je suis né en 58. Si vous voulez, toute ma jeunesse, j'ai vécu avec l'idée que l'URSS était quelque chose qui serait là à ma mort et bien après ma mort. C'est-à-dire que personne dans les années 60, 70, 80 et même 90, 80 jusqu'à la fin, si vous voulez, des gens. Alors Emmanuel Todd avait annoncé la fin de l'URSS, mais il était totalement isolé dans les intellectuels qui font un vrai boulot. Tout à l'heure, j'ai oublié de le citer, qu'il me pardonne, c'est certainement un de nos plus brillants nos plus brillants intellectuels, quelqu'un qui a une vision extraordinairement lucide, claire des phénomènes sociaux et politiques qui se passent dans ce pays depuis 40 ans et qu'on devrait écouter. Et en plus, il a de l'humour, ce qui est une immense qualité, parce que on se trouve quand même dans une époque qui est pas très gaie, donc si on n'y met pas un peu d'humour, ça peut devenir très lourd. Ma conviction, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour moi, l'élection de Thatcher et de Reagan au début des années 80 a inauguré un cycle de près d'un demi-siècle de libération, entre guillemets, de libéralisme plutôt que de libération, de libéralisme et de libre-échange, dont on voit bien aujourd'hui qu'il est dans une totale impasse. La prochaine crise financière sera probablement encore plus saignante que la précédente, puisqu'on n'a pris aucune mesure et qu'on n'a tiré aucune conclusion en termes de régulation de la finance internationale après la crise de 2009. Donc la prochaine sera probablement beaucoup plus sanglante encore, avec des États qui se seront tellement endettés pour avoir rattrapé les erreurs et les engagements fautifs des banques, qu'ils ne pourront pas remettre l'argent au pot qu'ils ont mis dans les années qui ont suivi la crise de 2009 pour tenter d'amortir le choc de cette prochaine crise. Donc oui, on est à la fin de ce cycle néolibéral qui est dans une impasse. Vous voyez bien comment il est dans une impasse partout. Tous les pays européens sont devenus ingouvernables. La grande coalition allemande, le SPD et le SPD et la démocratie chrétienne recueillaient 80 ou 85% des voix des Allemands il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont même plus majoritaires à eux deux. L'Italie est ingouvernable. Là, il y a une majorité de secours qui arrive. La France, vous voyez bien que la France est ingouvernable. L'Espagne est ingouvernable. On en est à la 4e ou 5e élection depuis quelques années. Donc tous ces pays qui sont engagés dans l'impasse européenne et néolibérale sont aujourd'hui
en phase d'ingouvernabilité, de révolte, voilà. Les deux événements qui, pour moi, ferment le cycle néolibéral ouvert par l'élection de Thatcher et Reagan, c'est l'élection de Trump qui met fin au rêve de libre-échange généralisé. Vous voyez bien le conflit avec la Chine et en réalité le conflit avec l'Allemagne. C'est-à-dire que derrière le conflit commercial avec la Chine, il y a le conflit commercial avec l'Allemagne. C'est-à-dire que Trump ne veut plus que les voitures allemandes, à cause de l'euro sous-évalué de 25%, se vendent 25% moins cher sur le territoire américain. Et donc, quand il mène sa guerre commerciale contre la Chine, il a l'Allemagne dans son collimateur, laquelle Allemagne est en train de plonger parce que elle avait une économie de niche, mais que la Chine est en train de lui chipper ses niches, et notamment la niche de la machine-outil, parce que les Chinois ont racheté toute une série d'entreprises allemandes et qu'aujourd'hui ils sont capables de copier et qui sont plus obligés d'acheter à l'Allemagne. Donc si vous voulez, le modèle allemand qu'on nous a vanté pendant 20 ans est en train de se casser la gueule pour être un peu avoir un langage un peu dru. Et donc la fin des belles années allemandes qui a pillé le reste de l'Europe grâce à la surévaluation, à la sous-évaluation de l'euro, de sa monnaie, est en train de se terminer. Et le Brexit, confirmé par l'élection de Boris Johnson, est évidemment l'autre chose qui ferme ce cycle. C'est-à-dire que pour la première fois, vous avez un pays qui quitte l'Union européenne. Vous allez voir, contrairement à tout ce qu'ont dit les médias français, que l'économie britannique va s'en trouver extraordinairement bien, parce qu'elle va se libérer de toutes les normes européennes imbéciles qui paralysent l'économie, parce qu'elle va reprendre la maîtrise de ses frontières en matière de concurrence de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus obligée de laisser entrer des ouvriers polonais, tchèques ou etc., qui viendront tirer les salaires vers le bas. Et donc on voit bien, c'est déjà le cas, hein, parce que déjà Theresa May avait déjà mis un certain nombre de choses. Donc les fonctionnaires britanniques ont déjà été augmentés parce que il fallait les augmenter parce qu'on trouvait plus de gens pour occuper les postes. Et puis là, vous avez Boris Johnson qui a augmenté le SMIC anglais qui est maintenant au-dessus du niveau français. Et puis hier, vous avez Boris Johnson qui a annoncé la nationalisation des chemins de fer du Nord parce que la gestion privée des chemins de fer du Nord est catastrophique. Donc vous voyez bien que ce cycle néolibéral, il s'achève. Et il s'achève à un moment où les élites françaises, complètement décalées, intellectuellement en retard de 25 ans, sont en train d'essayer à marche forcée de faire rentrer la France, qui n'a jamais été un pays libéral, avec un chausse-pied et des LBD, en éborgnant les gens et en leur arrachant les mains, de faire rentrer de force la France dans ce moule néolibéral qui est en train d'exploser partout. Je veux dire, Macron restera dans l'histoire comme une absurdité absolue de l'histoire française et européenne. Un type qui est complètement désaxé par rapport à la marge de l'histoire. Sa modernité de pacotille, c'est vouloir faire en 2019 la révolution thatchérienne que la France n'a jamais voulu faire, au moment même où le monde entier revient vers la nation, revient vers la régulation du libre-échange
et revient vers des modes d'organisation économique qui vont être différents. Donc voilà, si vous voulez, on est dans une situation d'impasse politique, d'impasse économique, d'impasse monétaire. Je le répète parce que c'est fondamental. Si vous voulez, le jour où l'euro éclatera, enfin, on va retrouver en France, au moins pendant 2 ans, 3 ans, des croissances à 5, 6 ou 7%. Parce qu'il faudra à ce moment-là réindustrialiser et reproduire à l'intérieur tout ce qu'on ne pourra plus acheter avec un euro surévalué à l'extérieur. Mais pour ça, il va falloir franchir le cap de ces années difficiles dans lesquelles on a des soi-disant élites aveugles, totalement imperméables à la marche du monde, qui refusent de voir les réalités et qui tentent de nous maintenir dans le carcan à la fois européen de l'euro et du libéralisme qui est en train d'exploser ailleurs. Alors, je veux dire, si vous voulez, en 86, personne ne savait qu'en 90, l'Union soviétique n'existerait plus. Moi, je suis persuadé que dans 5 ans, l'Union européenne n'existera plus. Ce qui est dommage, si vous voulez, c'est qu'on aurait des élites politiques conscientes aujourd'hui. Elle dirait à nos partenaires européens, écoutez, on a fait des erreurs, négocions la manière de sortir de cette impasse de manière pacifique et cohérente. Ça voudrait dire, si vous voulez, négocier par exemple une sortie ordonnée de l'euro. Mais ils en sont totalement incapables parce que intellectuellement, ils sont bloqués sur des idéologies qui ont 25 ans de retard, et donc ils ne le feront pas. Donc il va falloir gérer l'explosion de la zone euro en plein vol, comme l'URSS a géré l'explosion de la zone rouble en plein vol. Mais que nous soyons à la fin de ce cycle et que le Brexit marque la fin de ce cycle, c'est absolument certain à mes yeux.